Donc bonjour à tous, bienvenue à ce dernier sprint de l'année, le sprint 61, donc qui a commencé le 22 octobre, qui se termine aujourd'hui le 6 décembre. On a beaucoup discuté pour trouver un nom à ce sprint. Ce qui a été retenu, c'est le retour du Jedi, hein, du jeu DOI. Voilà, donc c'est un jeu de mots sur le DOI. Parce que, en fait, le retour, parce que c'est à cause d'Easy Unpaywall. Unpaywall qui tourne depuis 1 an, et comme on vous le présentera dans le sprint, on en a fait une nouvelle version qui est mise en ligne et sur laquelle on va faire un peu plus de publicité que l'ancienne. Et donc, bien sûr, cette interface et cette API, elle peut être interrogée grâce au DOI, donc d'où le jeu de mots. C'était plus facile aussi à illustrer. Les sections habituelles de communication, analogiste, donc on a fait un travail de fond sur analogiste dont parlera Yannick. Le sprint précédent, on avait aussi fait une mise à jour d'EasyParse, donc ça a donné lieu à du support utilisateur, donc il n'y aura pas une section propre à EasyParse, j'en parle ici, donc on a eu 3 ou 4 supports utilisateurs par mail, parce que bon, la procédure était, il fallait bien respecter la procédure de mise à jour sous peine d'avoir des petits soucis. Donc là, en fait, ça demandait un petit peu de support. Pour la production, eh ben, il y aura quelques slides pour parler de la nouvelle infrastructure Easy Unpaywall. Et puis pour EasyMeta, bien sûr, qui héberge Unpaywall, le miroir Unpaywall, Léo nous parlera de cette nouvelle version avec une interface. Et puis on a travaillé aussi sur des améliorations en ce qui concerne le suivi des mises à jour. Et puis une section importante sur Easy Measure, Easy Counter, parce qu'on a moissonné. Alors, il n'y a pas de slide pour les chiffres, mais on vient de terminer aujourd'hui de moissonner tout 2021, tout 2022. Ça concerne 93 établissements. Bon, il y aura encore des petits réglages parce que là, je viens de regarder, on a à peu près un tiers des établissements qui ont encore des erreurs d'authentification pour au moins un endpoint. En tout, ça concerne 22 endpoints alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Souvent, c'est parce qu'il y a peut-être une petite erreur dans soit l'API key, soit le customer ID, des choses comme ça. Voilà, donc ça donnera lieu à probablement un message vers ces établissements. Et puis sinon, Fred nous parlera du nouveau tableau SGBU. Et puis Yannick nous parlera du suivi du travaux qu'on a fait pour faire un meilleur suivi des Counter 5, hein, en particulier à cause de tâches qui restent la patte en l'air, comme on dit. Et puis, on terminera par le reporting. Donc, vous savez que Tom a rejoint l'équipe en octobre. Il a commencé à travailler sur le reporting et on va faire un point d'avancement sur ce reporting qui va être bien. Voilà. Donc, je passe la parole à Fred pour faire le détail de tout ça. Alors, bonjour à tous. On va commencer par la partie communication avec un bilan des supports mutualisés de la dernière sprint. Donc, on a fait 4 supports avec une durée totale de 8 heures. On a eu 32 participants avec 2 thèmes qui sont revenus qui étaient assez récurrents, notamment la prise en main des tableaux de bord génériques EasyParse et EasyCounter, donc les tableaux génériques des 2 espaces que l'on propose dans EasyMeasure. Et puis, notamment pour ceux qui avaient déjà donc participé à cette première session, on a fait une deuxième session sur la personnalisation des tableaux de bord qui permettait notamment de vous créer des bouquets personnalisés de titres de revues par éditeur. Voilà. Et puis pour le webinaire, donc on n'en a fait qu'un puisque celui du 5 décembre a été reporté au mois de janvier puisqu'il y avait un autre webinaire qui était prévu et qui était important. Donc ce webinaire, eh bien, c'est Dominique qui a répondu à vos questions en matière donc de moissonnage et surtout pour les messages d'erreur qui s'affichent dans le formulaire EasyCounter. Donc, on organisera un nouveau webinaire le 9 janvier. J'en parlerai à la fin de cette sprint review.
Sinon, pour la partie blog, eh bien, on a donc remis à jour l'article de blog sur Unpaywall. Et donc, cet article, eh bien, il y avait une partie vidéo sur l'interface que Léo va vous montrer tout à l'heure. Donc, eh bien, cet article a été mis à jour par rapport à cette vidéo. Le bilan des journées parseurs, donc c'est l'année 2022 qui est donc affiché dans cet article depuis donc de janvier à novembre. On fera un bilan dans la prochaine sprint review de tous les parseurs qui ont été mis à jour, puisque aujourd'hui on pourra vous faire un bilan aussi de ce qui a été fait par rapport à nos collègues de l'OCLC. Et puis aussi un tutoriel qui vous permet eh bien, de personnaliser un tableau de bord générique pour des visualisations sur 3 années en comparaison. Voilà, donc par rapport au GTI, eh bien, on a eu une réunion en distanciel le jeudi 17 novembre sur plusieurs sujets abordés. Et justement, je vais laisser Thomas les évoquer si, voilà, si tu le souhaites. Ah oui, je pensais que mon son était désactivé, mais non. Très rapidement, pour pas prendre trop de temps, enfin, d'abord pour prendre le temps d'encourager les collègues qui seraient intéressés à rejoindre le GTI, hein, on recrute dans ce groupe de travail activement, donc je me fais le porte-parole de ce recrutement aujourd'hui, et puis on le fera aux autres endroits. Donc les chantiers qui nous occupent en ce moment au GTI, enfin, ceux qui sont en priorité là dans notre to-do list, c'est celui d'accompagner la refonte de l'enquête nationale qui s'appelle l'ESGBU, et en particulier le volet de l'ESGBU qui porte sur l'usage des ressources numériques. Ouais. Excuse-moi, j'ai fait une petite erreur de manip, pardon. Et donc l'idée c'est que on va utiliser EasyMeasure pour faciliter la saisie des indicateurs qui sont demandés dans le SGBU pour ce fameux volet des ressources de l'usage des ressources numériques. Donc on est quasiment au bout, on a encore un petit souci avec deux indicateurs dont on pense qu'il va falloir les retravailler un peu, puisqu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas utiliser directement EasyMeasure comme on l'envisageait. Donc ça c'est le premier chantier qui nous demande un petit peu de temps et de coordination avec pas mal de collègues pour vérifier qu'on fait les choses bien et que les chiffres que les collègues vont se mettre à saisir dans le SGBU en utilisant EasyMeasure sont pas complètement différents de ceux qui saisissaient jusque-là sur la base de collecte manuelle. Et puis, on a un deuxième chantier temporaire qui concerne la mise en place d'un site satellite. Donc on est au consortium Couperin actuellement dans un chantier de refonte du site du consortium, le site couperin.org, qui sera hébergé par le service web de l'INIST à compter du début de l'année 2023. Et dans ce chantier-là, on a décidé de proposer à nos usagers un site principal, le site institutionnel, et puis pour chaque groupe de travail du consortium, donc le GTI en particulier, un site satellite qui permettra à ses membres actifs de pouvoir publier plus facilement et plus rapidement du contenu sous la forme d'un site web plus léger qu'un site institutionnel. Et donc c'est la capture que vous voyez là, c'est l'ébauche, l'esquisse de ce que sera le site pour le groupe de travail indicateur dont on fera la publicité dès qu'il sera en ligne. Je crois que c'est à peu près tout. Si, je remercie évidemment les collègues que Frédéric a listés là sur la slide et qui nous ont pas mal aidés pour la mise en place de ce tableau de bord ESGBU qui sera ouvert, qui sera déployé dans tous les espaces dès que possible et qui sera ouvert à toute la communauté au début de l'année 2023 aussi, dès que tout sera prêt. Et je vois qu'il manque dans la liste Xavier Launois, qui nous a aussi beaucoup aidé dans ce chantier-là, notamment en levant un lièvre sur la nature des données qui sont demandées et qui nous évite, je crois, un accident industriel dans la saisie de cette enquête, parce qu'il y a deux indicateurs là qui sont pas tout à fait correctement qualifiés et dont on va essayer de rattraper
la documentation et la saisie. Et c'est un peu, enfin, c'est un peu de notre faute au moment de travailler sur la refonte. Il y a un truc auquel on n'avait pas prêté bien attention, je crois. Donc je pense que ça sera corrigé rapidement. Voilà, Fred, à toi. Merci. De toute façon, le tableau, je vais le montrer à la fin, donc si on peut en reparler par rapport à ces deux visualisations qui sont incomplètes. Et par rapport donc au prochain rendez-vous GTI, donc comme vous voyez, hein, le chat qui indique que c'est en présentiel, eh bien c'est le 19 janvier 2023. Donc voilà, ceux qui viendront nous rejoindre à Paris, pensez à faire vos heures de mission avant les vacances. Voilà. J'enchaîne avec la partie analogiste et donc le travail qui est fait sur les parseurs et EasyParse. Donc on a 540, le bilan de cette année, c'est 540 parseurs qui sont intégrés dans EasyParse. Il y en a 5 de plus depuis le précédent sprint. Et puis, il faut savoir qu'on a 253 parseurs qui sont utilisés par l'ensemble des partenaires dans EasyMesure, voilà, qui génèrent beaucoup d'événements de consultation. Donc, eh bien, les événements de consultation, il y en a 112 millions actuellement dans EasyMesure. Mis à part la plateforme Omeka, donc que j'ai déjà évoqué, qui génère beaucoup de données, mais qui est une plateforme de données de recherche qui est développée à l'INIST et donc ce ne sont pas des revues électroniques. Les plateformes qui génèrent le plus d'événements de consultation sont Cyberlibris, Kern, NCBA, Dalos et Europress qui a dépassé Science Direct. Voilà pour les chiffres 2022. Pour la journée parseur, donc maintenant vous pouvez retrouver dans le blog un récapitulatif qui donc se met à jour à chaque sprint review. Cet article reprend toutes les mises à jour et les créations de parseurs qui sont faites dans EasyParse. Donc à la prochaine sprint review, vous aurez un bilan de l'année écoulée. Et là, pour l'instant, donc, eh bien, je vous ai affiché ce qu'on a fait pendant cette revue. Donc, il y a eu notamment des choses particulières qui ont été faites sur la plateforme Prairial et John Libé, qui sont des plateformes pour des revues Diamant, hein, si je ne me trompe pas. Et c'était cas particulier puisque c'est des demandes qui ont été faites par les éditeurs de ces plateformes. Et donc, c'est un travail qui était très intéressant et qui pourra évoluer à nouveau aussi dans le temps par rapport aux nouvelles plateformes qu'on pourra intégrer dans EasyParse. Le bilan de l'OCLC, donc le bilan annuel de nos partenaires donc de l'OCLC qui régulièrement rajoutent des parseurs dans EasyParse, de nouvelles plateformes, des plateformes américaines, des plateformes du monde entier qui sont utilisées donc par leur clientèle. On a 87 parseurs qui ont été créés et mis à jour pendant l'année 2022 et 40 pendant ce semestre par Karen, Justin et Sean. Et ces plateformes ont été validées sous forme de pull request par Léo et Yannick. Un point d'étape, donc j'en parlais de la plateforme Omeka, la plateforme Omeka qui permet de déployer donc des sites web de données de recherche accessibles au grand public. Il y en a 11 actuellement qui sont en production, donc qui sont accessibles par le grand public avec différents thèmes et variés. Et on était chargé de faire cette mesure d'usage et régulièrement on vous fait un point. Donc, on a finalisé cette mesure d'usage avec des tableaux de bord. Et là, on va donc faire une migration de l'enrichissement qui est fait sur la plateforme API qui interroge Omeka, notamment puisque Omeka va basculer en Omeka S. Et donc, eh bien, nous avons travaillé avec Bruno Mériot pour justement adapter l'enrichissement, l'interrogation des identifiants ARC vers cette plateforme Omeka S. Voilà, donc ça se fera au cours de l'année 2023. Et puis, un point aussi sur la plateforme d'Oranum. Cette plateforme d'Oranum qui met en ligne des ressources pour aider les chercheurs à faciliter l'accès aux ressources.
Donc, on a également fait un tableau de bord, donc un espace avec donc un parseur qui fonctionne maintenant dans EasyParse, et puis un enrichissement avec là des identifiants DOI. Et donc, il fallait interroger la plateforme DataSite avec un middleware qui a été créé par Yannick et Léo. Et donc, maintenant, on est dans la dernière phase finale de formation pour les deux correspondants, donc Philippe et Claire, pour qu'ils puissent mettre en place le reporting et envoyer des tableaux de bord à différents destinataires de ces tableaux. Donc, c'est finalisé pour l'année 2022 comme on l'avait prévu. Et je laisse la parole maintenant à Yannick qui va parler des mises à jour d'analogistes. Yep. Alors, donc sur le sprint précédent, on a passé un certain temps à régler la dette technique d'EasyParse, et sur celui-ci, c'est au tour d'Analogist, qui est globalement une de nos plus vieilles applis jusqu'ici. Donc on l'a tout modernisé, on l'a passé à la toute dernière version donc de Node.js en date. On a mis à jour toutes les dépendances avec son lot de corrections au passage. Et on en a profité pour régler deux bugs qui nous avaient été rapportés. Le premier, c'est on avait en cas d'erreur d'authentification, donc c'est-à-dire que pour utiliser Analogist, il faut s'authentifier avec Trello. Et dans le cas où il y avait un problème d'authentification avec Trello, il y avait une erreur qui passait sous silence, qui fait que la page se rafraîchissait, mais vous étiez toujours pas connecté, mais sans qu'il soit possible de savoir s'il y avait bien une erreur. Donc ça a été réglé, et en cas de pépin, vous aurez bien une erreur avec la possibilité du coup de nous prévenir, typiquement. Et la deuxième chose, c'est que donc dans les analyses, vous avez normalement la possibilité de mettre des commentaires sur les éléments qui composent les URL que vous précisez. Typiquement, si vous avez une URL en /content /pdf /un identifiant, comme vous le voyez sur l'image en dessous, vous avez moyen de mettre des commentaires pour dire bon bah ça, cette partie, ça correspond à un PDF, vous avez cette partie, ça correspond à un identifiant, etc. Et ces éléments-là n'étaient plus sauvegardés. Donc ça a été réglé et ça a été déployé en production. Donc Analogist est désormais bien modernisé et bien bug-free, comme on dit. Il nous reste donc du coup une chose à faire, c'est de passer Analogist aux méthodes de déploiement standard qui sont actuellement en cours de déploiement au niveau de la production de l'Inist. Voilà. Eh bien justement, on va enchaîner avec la partie production et c'est Dom qui va nous faire un bilan de ce qui a été fait pendant cette sprint. Oui, donc les actions de production, c'est les actions habituelles de surveillance des machines, etc. À noter aussi qu'on a eu une coupure électrique en fait au cours de ce sprint, donc qui a donné lieu à un arrêt de machine et un redémarrage. Donc c'est toujours quelque chose qui est assez sensible, mais ça s'est bien passé. Bon, il y a quand même eu une coupure d'une journée. Bon, on vous a prévenu, voilà. Et puis donc l'autre point important sur ce sprint, c'est la mise à disposition de ce qu'on appelle l'infrastructure Ision Paywall de pré-production. Donc on vous en avait parlé déjà au précédent sprint, tout ça se préparait, là elle était disponible, on l'a livrée, et donc ça consiste en un applicatif et puis un cluster élastique dédié, ce qui fait que Léo vous en parlera avec des schémas juste après. On a l'équivalent de la prod, mais en pré-production, et ça nous permet de justement garantir, enfin en plutôt assurer un service 24/24. Bon, sauf que c'est pas exactement ça qu'il faudrait faire pour avoir un vrai service 24/24. C'est plutôt une version haute disponibilité, donc on a cette pré-production qui est à disposition, mais on travaille d'ores et déjà sur la préparation d'une version haute disponibilité avec la production. Donc c'est Florence et puis Sylvain, puis l'équipe CISI qui sont nos interlocuteurs, et on les remercie. Léo, tu enchaînes avec justement la partie mise en production. Oui, alors là, du coup, moi, ce que je vais parler, c'est du travail qu'a fait la production pour la mise à jour d'Unpaywall que je présenterai juste après. Alors, je vais juste mettre un peu de contexte. Tout d'abord,
EasyOnPaywall, c'est une application qui est utilisée par plusieurs services, on le voit en haut du schéma, et elle doit être disponible 24 heures sur 24. Il faut couper le moins possible l'accès au service des données. Et faire des mises à jour sur une application, pareil, ça peut s'avérer sensible. Au niveau de l'infrastructure d'EasyOnPaywall, donc comme l'a introduit Dominique, on a un environnement de pré-production ou à intégration, mais on a aussi un environnement de production. Donc comme le montre ce schéma, l'environnement d'intégration est identique à celui de production, donc on a le même nombre de nœuds élastiques, ainsi qu'une machine pour déployer le serveur, et de ce fait, l'environnement d'intégration peut supporter le flux de requêtes que reçoit l'environnement de production. Donc suite à cela, on a déployé la nouvelle version d'EasyOnPaywall dans l'environnement de pré-production. Et du coup, l'équipe ici ont redirigé l'accélérateur d'EasyOnPaywall sur cette machine, ce qui veut dire que le flux de requêtes, il est maintenant redirigé sur une machine EasyOnPaywall à jour, dans une machine à jour et un EasyOnPaywall à jour. Et grâce à cette manipulation-là, on a pu garder le service EasyOnPaywall disponible. Donc c'est une situation temporaire. Maintenant, l'idée, c'est de mettre à jour la machine de production à droite pour qu'on puisse redéployer EasyOnPaywall dessus sur une machine à jour avec EasyOnPaywall à jour et rebasculer le flux sur celui-ci. Et à terme, c'est de passer dans un modèle de haute disponibilité, donc c'est dans le schéma juste après. Donc, comme ce schéma le montre, l'idée c'est d'avoir deux machines qui contiennent un serveur EasyOnPaywall en pré-production et en production. Et grâce à cette architecture, on va pouvoir mettre à jour une machine pendant que le flux de requêtes sera redirigé sur la deuxième. Et ainsi, on ne coupera jamais l'accès aux données. Et ce système, ça évitera aussi de passer d'un environnement à l'autre, donc celui de pré-production en production. On pourra rester constamment en production entre chaque mise à jour. Par contre, cette architecture-là va impliquer quand même l'utilisation de 3 machines supplémentaires. Alors cette manipulation, elle a eu quand même quelques conséquences, notamment sur la mesure des usages. Vu qu'on n'est plus sur la machine de production, il n'y a plus de logs qui sont générés sur cette machine, et donc du coup, pour l'instant, la mesure des usages, elle est arrêtée. Donc voilà tout ce qui était sur la côté technique par l'équipe de production. Maintenant, je vais parler de tout ce qui est interface EasyOnPaywall avec la nouvelle version qui est actuellement disponible sur unpaywallinis.fr. Alors pour tous ceux qui ont déjà essayé d'aller sur l'ancienne version, c'est globalement pareil, mais on a amélioré les fonctionnalités. Donc on n'avait pas fait beaucoup de pubs sur la première version, vu qu'on a déjà l'API pour gérer les gros volumes de requêtes. Mais maintenant, avec l'interface qui sert de démonstrateur, on va pouvoir faire des usages plus ponctuels, faire des tests avec des plus petits volumes. Donc premièrement, sur la page d'accueil, on a déjà des métriques sur les données NPWall du miroir, donc chose que npwall.org n'apporte pas. Et on a des infos notamment sur le nombre de références enregistrées en open access, ainsi que des métriques sur les statuts d'open access. Ça, c'est la première nouveauté. Alors pour l'enrichissement, on a le même système qu'avant, c'est-à-dire qu'on a une interface qui ressemble à celle d'EasyParse. Lorsque je vais aller dessus, oui. Donc sur l'onglet enrichissement, on peut choisir d'enrichir un fichier CSV ou JSON-line qui contiendrait le champ DOI. Sur cette page, on peut choisir les attributs qu'on veut ajouter dans le fichier. Et une fois qu'on a choisi, on peut démarrer l'enrichissement et la magie opère. Donc on remarquera que ça ressemble vraiment beaucoup à EasyParse, même au niveau de l'enrichissement au final, du traitement. Et une fois que c'est fini, on peut télécharger le fichier et on récupère le fichier enrichi avec les champs qu'on a choisis. On a déjà eu un cas d'usage de cette interface. Récemment, on a Anaël qui travaillait dans le cadre des études APC. Il avait un fichier qui contenait des DOI qu'il avait obtenus dans des factures, et grâce à l'interface, il a pu enrichir son fichier pour obtenir les statuts d'open access de ces DOI-là. C'est le premier bêta-testeur de l'interface d'ailleurs. Merci à lui. Et pour la partie requête GraphQL, donc cette fois c'est un GIF que j'ai mis, donc c'est une page qui permet de créer des requêtes GraphQL et d'exécuter celles-ci, afin d'obtenir les informations NPWall. Donc c'est surtout une fonctionnalité qui est orientée pour les développeurs et les personnes techniques, mais elle est quand même préconfigurée avec un exemple de base pour tous ceux qui souhaitent l'essayer, avec le DOI qui est le DOI le plus consulté de l'année 2022, si je ne me trompe pas, et il y a déjà des attributs qui sont pré-remplis. Et l'auteur, c'est Barack Obama. Barack Obama, l'auteur. Voilà. Pour la petite anecdote. Et donc, côté EasyOnPaywall, moi j'ai tout présenté. Merci Léo.
eh ben, on va enchaîner avec la partie Easy Mesure. Et Thomas, il a évoqué pour le GTI, c'est le travail qui a été fait donc sur ce tableau SGBU. Donc il y a eu une V1, mais on vous montre la V2, puisque entre la V1 et la V2, il y a eu le GTI où on avait présenté justement cette V1. On a eu des bonnes remarques des membres du GTI, et notamment, je remercie Agnès Raymond-Denis de l'Institut Pasteur, et puis justement Xavier qui a aussi travaillé sur ces tableaux avec moi. Donc, on a une version qui est donc, on va dire, aux 2/3 prête, puisque sur les 7 visualisations qui sont demandées dans la mesure des usages, donc de ce qui concerne la partie ressources numériques Counter 5 des consignes de l'ESGBU, eh bien, nous avons 5 visualisations qui sont bonnes, qui correspondent donc à ce qui est demandé dans les consignes. Et donc, c'est ces 5 visualisations que vous voyez ici. Et donc, cette V2, eh bien, voilà, pour l'instant, on doit encore retravailler dessus puisqu'il y a encore 2 visualisations, notamment sur la mesure des bases de données autres que les bases d'accès à des full text, qui doit être retravaillé pour pouvoir fournir des chiffres corrects. Et donc on a une réunion la semaine prochaine justement pour en discuter, pour en faire le point. Et je pense que d'ici début 2023, on pourra statuer sur un tableau final qui vous sera présenté, donc je pense prochainement. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Thomas? Ouais, enfin peut-être Dominique plutôt sur la quantité de données que cette vue nécessite en particulier. Là, vous voyez que la capture d'écran, c'est pour des données qui vont de janvier 2021 à décembre 2021. Le SGBU qui sera ouverte début 2023 va porter sur les données 2022. Et ces données 2022, évidemment, on a besoin d'avoir toute l'année 2022 pour pouvoir fournir ces visualisations-là, pardon. Et évidemment, les données 2022 ne sont pas encore finalisées chez les éditeurs puisque 2022 n'est pas encore terminé. Donc on a quelques prérequis comme ça avant de pouvoir ouvrir complètement cette vue et que les collègues puissent s'en servir à plein, disons. Oui, actuellement, on a 6 établissements, hein, là, comme c'est marqué sur le slide, qui peuvent avoir leurs données. Donc, on a chargé tout 2021, ce qu'il y avait en 2022. Et donc, quand les éditeurs auront mis en ligne leur 2022 en totalité, bien sûr, on ouvrira tout ça à tout le monde. Et que les indicateurs, les 2 derniers indicateurs seront OK. Ouais. Voilà, c'est ce qui manque en fait à ce tableau. Voilà, pour être finalisé. Voilà pour le tableau SGBU. Alors, il y a un autre tableau qui a été fait justement pour Dominique qui travaille, vous savez, c'est votre interlocuteur par rapport à tout ce qui est moissonnage. Dominique avait besoin d'un tableau, je dirais, admin, donc vraiment à usage pour l'équipe EasyTeam, pour lui permettre d'avoir une vue agrégée de tous les moissonnages qui ont été faits sur l'ensemble donc des points d'accès, donc des endpoints dans EasyCounter, et sur l'ensemble des établissements, donc les 90 établissements qui sont moissonnés. Donc ce tableau, eh bien, lui permet de voir tous les types de rapports qui sont moissonnés, tous les types de métriques. À gauche, vous avez tous donc les établissements qui sont moissonnés, et au milieu, vous avez une table qui reprend tous les points d'accès qui ont été aussi donc moissonnés, et avec des histogrammes bien pour l'année 2021 et en dessous pour l'année en cours de 2022. Donc Dominique pourra dire à quoi justement sert ce tableau et l'usage qu'il en fait. En fait, c'est l'avantage de Kibana, hein, c'est que, enfin, Elastic Kibana, c'est qu'on peut tout charger dedans et assez rapidement, en fait, on explore les données et tout de suite, si jamais il y a des erreurs, elles apparaissent assez vite, en fait, hein. Toutes les visualisations peuvent être des filtres, donc à chaque fois, on peut cliquer sur quelque chose pour isoler et voir si ça s'est bien passé, s'il y a eu des données moissonnées ou pas. Donc là, vous voyez, on peut mettre aussi les 2 années, donc
2021 et 2022. On voit que 2022, bah, c'est pas terminé, hein, puisque tout n'a pas été mis en ligne par les éditeurs. Et en cliquant, eh ben, on voit quel éditeur est concerné, etc. Donc c'est assez pratique pour détecter des éventuels problèmes. Voilà. Bon, c'est pas forcément le même usage que vous pouvez avoir sur vos tableaux de bord où là, vous regardez précisément les chiffres. Là, moi, je regarde plutôt les anomalies si jamais il y a des choses où il y a les endroits où il n'y a pas de données, en fait. Ou alors, des fois, il y a beaucoup de données et ça peut être anormal. Voilà. Et on va justement continuer avec Yannick qui va nous parler donc des anomalies qu'il y avait pendant les tâches de moissonnage. Donc pour rester dans le thème du moissonnage, on a travaillé sur de quoi avoir un peu plus de contrôle sur les tâches de moissonnage. Et en particulier, lorsqu'on moissonne, lorsqu'on a commencé à faire des moissonnages en masse, on s'est rendu compte que chez certains éditeurs, on avait des tâches qui avaient tendance à rester la patte en l'air, comme disait Dominique tout à l'heure, en particulier ProQuest. Je crois aussi qu'on a eu du Taylor et Francis qui nous a un petit peu gênés. Et le souci étant que les tâches de moissonnage, pour donner un petit ordre d'idée, on a quand même un peu plus de 2000-2200 identifiants pour lesquels on va aller moissonner plusieurs master reports. Donc ça vous donne une petite idée du nombre de moissonnages qu'on a à faire. Donc ces moissonnages, on essaie de les faire de manière en parallèle. Donc il y en a toujours 3 qui se font en parallèle. Sauf que si vous en avez un ou deux qui restent la patte en l'air et qui restent en actif alors qu'ils ne font rien, le souci c'est qu'on se retrouve à les faire un par un et pour en faire des milliers, ça prend beaucoup de temps. Donc on a planché sur quelque chose pour nous aider à gérer ces cas-là. Donc la première chose, c'est que maintenant, les tâches de moissonnage, on a les moyens de les annuler même quand elles sont en cours d'exécution, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Donc dans le cas où notre ami ProQuest met trop de temps à répondre et qu'il nous bloque la file, on a moyen d'aller lui dire manuellement, ok, bon bah toi, c'est bon, on t'annule, on te recommencera plus tard et on va faire autre chose pendant ce temps. Et la deuxième chose, c'est que les tâches de moissonnage maintenant ont un temps limité maximum à 10 minutes par défaut, à partir duquel elles sont annulées automatiquement. Donc si jamais on lance 2000 moissonnages et qu'on s'en va faire autre chose, on ne sera pas bloqué pendant tout ce temps. Si jamais il y en a une qui prend trop de temps, elle sera arrêtée tout de suite et puis ça passera aux autres. Voilà, donc ça va rendre le moissonnage bien plus fluide parce que ces problèmes-là nous ont, mine de rien, pas mal cassé les pieds. Donc voilà pour le moissonnage. Et enfin, une deuxième chose, on a planché sur une page de suivi de l'activité d'EasyMesure. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, jusqu'ici, pour EasyMesure comme pour les autres éléments de l'écosystème EasyParse, on gérait beaucoup de choses par mail. C'est-à-dire que la communauté était encore assez réduite. Donc, on pouvait se permettre jusqu'ici de gérer tout ce qui est support et compagnie par mail. Et notamment, du côté d'EasyMesure, on recevait l'activité journalière. Justement, on recevait l'activité journalière par mail tous les jours. C'est-à-dire tout ce qui est, il y a eu tant de chargements dans tel index, telle personne a déposé tel fichier, elle attend qu'on le charge pour elle, ce genre de choses. Malheureusement non, c'est plutôt une bonne chose, mais la communauté, il se trouve qu'elle commence à beaucoup s'agrandir. On a de plus en plus d'utilisateurs d'EasyParse et d'EasyMesure, ce qui en soi est une bonne chose. Par contre, commence à poser quelques soucis de suivi parce que le suivi par mail commence à montrer un peu ses limites. On a des périodes où on est un petit peu submergé. Donc, on commence à réfléchir à des méthodes pour essayer de migrer vers quelque chose de plus, comment on va dire ça, de plus sobre numériquement, on va dire. Ce qui fait que dans EasyMesure, à présent, dans notre page d'administration, on a une page dédiée qui nous permet de voir
tout l'historique de l'activité d'EasyMesure. Donc ça va nous permettre à terme de nous débarrasser des mails quotidiens, notamment, ce qui va faciliter le suivi de ce qui se passe sur EasyMesure. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour le moment, comment je dirais, est capé au domaine d'EasyMesure, mais qui s'inscrit, comme je disais, dans une politique de sobriété numérique à laquelle il faut qu'on commence à penser sérieusement. Eh bien, on va passer à Tom, donc, qui va vous présenter donc, le travail qu'il a fait sur le reporting, qui, je rappelle, ce reporting va remplacer le reporting actuel que vous connaissez dans EasyMesure. Voilà, c'est une grande avancée. Donc, je laisse Tom parler de ces avancées au niveau de développement. Déjà, on a commencé du coup dans cette sprint par faire un premier point pour définir l'architecture et les fonctionnalités essentielles, ce qui a donné un premier diagramme du flux qu'on voit à droite, qui est plus tout à fait à jour, mais le deuxième est encore en cours de discussion, donc j'ai préféré ne pas le mettre sur cette sprint review. On a surtout identifié 3 points à un petit peu focus pour ce nouveau reporting. C'est que ce nouveau service soit maintenable, soit scalable et soit stable pour éviter tout problème, en fait, globalement. Donc on peut passer à la slide suivante. On a fait aussi durant cette sprint un deuxième point avec l'équipe pour aller un peu plus dans le détail du service, ce qui a donné un autre schéma que je ne vais pas détailler parce qu'il est vraiment très technique, où on a identifié d'autres principales caractéristiques de ce nouveau service, notamment le fait qu'il faut se passer de navigateur headless, parce qu'actuellement c'est un Puppeteer, donc un Chrome qui est lancé pour chaque rapport et on prend un screen de Kibana, une capture d'écran, pardon. Et du coup, le deuxième point de ce nouveau service, c'est de se passer de Kibana parce que ça pose des problèmes de stabilité et de maintenabilité. Ce nouveau service, du coup, j'ai pu commencer à le développer tout au long de cette sprint et faire beaucoup d'avancées par rapport au service actuel, notamment la problématique du nombre de visus par page. Actuellement, on a une seule visu par page et on n'a pas trop le choix sur si on veut un autre agencement. Actuellement, en tout cas en dev, on peut diviser cette page en grilles. De base, c'est en 4 petites cellules, donc en grille de 2 colonnes et de 2 lignes. Mais en soi, on peut aller étendre ça jusqu'à théoriquement l'infini. Après, plus c'est petit, moins c'est lisible. Donc il faut trouver un équilibre. On peut voir un autre exemple à la prochaine slide, où à droite, on voit clairement, on a des métriques en haut et un histogramme en bas. En dev, du coup, on a aussi ces premiers rapports de test qu'on voit à droite, où on voit tout un petit peu comme avant, avec les nouvelles fonctionnalités. Donc on voit le titre, on voit la période, on voit quand est-ce que le rapport a été généré, on voit toujours les icônes en bas. Mais on a une meilleure qualité puisqu'on a un peu plus le contrôle sur comment est généré ce rapport. Et ensuite, on a du coup ces fameuses visus multiples. En dev, on a aussi les tâches récurrentes qui sont configurées. Donc là, par exemple, en haut à gauche, on peut voir les fichiers qui sont créés au fil de l'eau. Le fait de se passer de Kibana et de Puppeteer a permis aussi de réduire les temps de génération des rapports, vu que parfois ça pouvait prendre plusieurs minutes. Là, on est sur de l'ordre de la seconde pour les plus gros. En dev, on a aussi les premiers mails, comme on peut voir en bas à gauche. C'est les mêmes mails globalement. J'ai juste épuré un petit peu toutes les informations inutiles ou qui n'étaient plus utilisées. Donc le cœur du reporting, en tout cas ce qu'il y avait avant, enfin ce qu'il y a actuellement en tout cas, en dev c'est prêt et on a même poussé un petit peu plus loin. Ce qu'on peut voir pour la suite, c'est un petit peu de changement organisationnel au niveau du code, notamment au niveau de la structure, du nommage de certains principes, pour que ce soit toujours plus maintenable et qu'on se prenne moins la tête. Ensuite, on va pouvoir rajouter d'autres fonctionnalités, telles que des rapports entre guillemets manuels, dans le sens où on va pouvoir choisir la période de façon beaucoup plus précise. Aussi le monitoring du service pour voir quand est-ce que ça commence à être down ou alors si tout va bien et on peut aller un peu plus loin dans la charge. Et plein d'autres features que je vous garde un petit peu pour les prochaines sprints. Il y a aussi notamment l'interface utilisateur et admin qui va être vue un peu plus tard pour générer nous-mêmes, enfin définir nous-mêmes des tâches de reporting. Voilà. Merci Tom.
Eh bien, donc si je ne me trompe pas, voilà. Donc on va passer au prochain rendez-vous. On arrive déjà à la fin de cette sprint review. Donc la prochaine sprint review, donc ça sera en 2023, le 16 janvier, la SR62 déjà, et donc ce sera de 15h à 16h, toujours en distanciel. La prochaine réunion GTI, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 19 janvier à Paris. Et puis le webinaire donc sur le retour de moissonnage Sushi Counter5, eh bien, ce sera bien utile justement pour comprendre les erreurs qu'il y aurait pu avoir aussi sur le moissonnage 2021 et maintenant 2022, ça sera avec Dominique, donc le 9 janvier de 14h à 14h45. Et puis justement, Dominique va faire le point sur notre ligne de vie 2022 et 2023. Oui, donc le point sur la ligne de vie, donc classiquement, il y a toujours des tâches qu'on aurait bien aimé faire plus tôt, mais qui dérapent hein, sur l'année. Mais bon, globalement, l'année a été quand même assez fructueuse, même si elle a été chargée. Donc on a vraiment beaucoup travaillé sur le moissonnage counter. Je pense que pour 2023, on va arriver avec quelque chose de vraiment utilisable, pratique. Je pense que ça pourra vous convenir. Enfin, en tout cas, on attend de votre part des retours si jamais il y a des soucis. On a cette nouvelle version de d'EasyNP Wall. Hein. EasyNP Wall, on était un petit peu bloqué suite à la mise en ligne de Click and Read sur NP Wall. On voulait pas trop y toucher, on n'avait pas trop la main sur les mises à jour. On gardait, enfin, on confortait l'existant hein, pour tenir la charge et puis pour voilà. Donc maintenant, avec ce qu'on a à disposition, on va pouvoir faire évoluer le service de façon plus fluide. Donc c'est une bonne chose. Et donc sur Readmetrics, on a pris du retard, mais on va encore travailler dessus. Donc, si tu peux passer au slide suivant. Donc, l'année 2023, elle s'annonce aussi bien remplie. On va poursuivre et donc mettre à disposition les moissonnages sushi 2021-2022. On aura ce service dont a parlé Tom qu'on va appeler Easy Report. Hein, on se questionne aussi par rapport au nom de ce service, mais pour l'instant ça sera Easy Report. On voudrait bien automatiser hein, le moissonnage sushi. Je pense que ça arrivera en ce début d'année 2023. De manière à ce que ça se fasse tout seul. Et puis au niveau des grandes fonctionnalités d'EasyMesure, donc on en a déjà parlé, on fait un travail de fond pour avoir mieux administré à la fois les index. Là on a quand même beaucoup plus de données, hein. On n'a plus que des données EasyParse, hein. On a des données EasyParse et des données éditeurs, donc il faut bien gérer tout ça. Et puis on a aussi commencé un travail sur les établissements, les regroupements d'établissements, comment on gère tout ça. Donc il y a plusieurs hypothèses et donc on va poursuivre. Il y a en fait un gros travail à faire au niveau de l'administration d'EasyMesure pour stocker un maximum d'informations qui nous permettent, comme l'a évoqué un peu Yannick, de mieux administrer EasyMesure voilà, par rapport à un modèle qui convienne donc aux établissements qui sont inscrits dans Couperin, et puis aussi à Readmetrics, qui sera quelque chose qu'on mettra à disposition pour les consortiums ou les grosses universités. Voilà, donc tout ça donnera lieu à des formations, à des webinaires qui seront assurés par Frédéric et puis par l'équipe. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Thomas, par rapport à la ligne de vie, mais c'est ce qui se présente. Non, rien de particulier, tu as tout déjà très bien exposé. Ouais. Voilà. Moi, je vais rajouter un truc, c'est que donc les cases vertes représentent les prochaines sprint reviews pour l'année 2023. Vous en avez 8 et ces 8 sprints sont déjà annoncés donc, dans le blog EasyParse. Donc, il y a un agenda avec les 8 rendez-vous que l'on vous donne pour l'année 2023. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le blog.
En ce qui concerne les supports mutualisés, eh bien, le dernier support qui aura lieu pour l'année 2022, c'est lundi prochain, le 12 décembre, de 14h à 15h. Et justement, on va parler du reporting, mais le reporting actuel. Donc, cette formation a été demandée par plusieurs correspondants. Donc, on va faire une mise au point donc, de ce reporting actuel, qui fonctionne toujours, hein, il est toujours d'actualité. Et donc, on va vous montrer comment créer des tâches de reporting et le faire de façon automatisée. Voilà. Et puis, en 2023, vous aurez un premier rendez-vous le 9 janvier pour une personnalisation des tableaux de bord génériques EasyParse et EasyCounter. Et voilà, on arrive à la fin de cette sprint review. Et l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes.